Merci, cher Thierry Vattelet. Merci, mesdames, messieurs, de bien vouloir m'accueillir dans cette enceinte que j'ai le plaisir de bien connaître. Peut-être que je la connais un petit peu mieux que vous, puisque j'ai compris qu'il s'agissait d'une convention nationale ou d'un congrès national. Et donc, puisque je crois que ça a commencé ce matin, il est encore temps pour moi de vous dire bienvenue à Bordeaux. Je vais vous proposer une lecture, une approche qui sera par définition personnelle et subjective. Je revendique en quelque sorte cette position, qui n'aura évidemment pas non plus, je pense, la profondeur et la connaissance du champ, Thierry Vattelet l'a bien rappelé tout à l'heure, de Gérald de Bronner, mais d'ailleurs vous verrez que je le citerai à un moment dans ma présentation. J'ai intitulé cette conférence du Big Data à la Big Gullibility. Alors, voilà, les plus anglophones parmi vous comprendront peut-être, je vais revenir sur la définition des deux titres, ou des deux parties du titre, plus exactement. On aurait pu mettre aussi du Big Data, ou le Big Data versus Big Gullibility. Alors, dans l'établissement dont j'ai le plaisir d'être membre de l'équipe de direction depuis très longtemps et où j'ai fait mes propres études, nous avons coutume de définir les termes, c'est un peu classique en la matière du point de vue de la démarche. Eh bien, la particularité du Big Data, ça commence mal, c'est que la définition est quasiment impossible. Donc, nous voilà donc un peu gênés. Terme apparu donc en 1997, néanmoins. Il n'y a pas de définition universelle, tout simplement parce qu'une des caractéristiques du Big Data, c'est son caractère polymorphe, mais on pourrait dire aussi pluri- et multidisciplinaire. C'est-à-dire que toutes les communautés sont susceptibles non seulement de s'y intéresser, mais d'être impactées par ce que l'on appelle en français volume massif de données. Et c'est tout de suite plus long que Big Data, et nos amis anglo-saxons ont plutôt le sens du phonème. Alors, on peut s'intéresser au Big Data en tant qu'usager, en tant que fournisseur de services, et puis bien sûr, de la même manière que dans la même journée, on peut être piéton et conducteur de voiture, eh bien, on passe de ces différents statuts à plusieurs reprises. Et, chiffre impressionnant, vous voyez tout de suite le chiffre, le nombre qui s'inscrit au bas de cette slide, de cette diapo. C'est en fait un trillion, c'est 10 puissance 18. Je suis persuadé qu'il y a énormément de scientifiques dans cette salle. Et bien par jour, on produit 2,5 trillions d'octets. Un octet, ça correspond à 8 bits. On dit qu'on peut mettre 256 mots dans un octet. Donc, ça fait 2,5 milliards de milliards d'octets. Bon, dit comme ça, on a presque l'impression d'être confronté à une insulte du capitaine Haddock. Ce ne sont pas des sabords, ce sont des octets. C'est pour vous dire que dans le monde, et il y aura d'autres chiffres spectaculaires que je vais vous montrer dans un instant, dans le monde et par jour, c'est même pas un flux, c'est un flot absolument gigantesque d'échanges qui sont de toute nature et qui passent par Internet, les vidéos que nous publions, des infos météo, des positionnements GPS, et puis, dans le même ordre d'idée, bien sûr, les SMS, etc., et puis des transactions de haute finance, transactions électroniques d'achat, ce qu'on appelle aussi la finance accélérée au niveau des cours mondiaux. Les géants du web ont été les premiers à s'intéresser au big data. On les appelle les GAFA, mais en l'espèce là, c'est pas forcément tous. Google, Facebook, Twitter, Yahoo. Le big data se caractérise par le fait qu'il y a 3 V, le volume, la variété, la vélocité. La particularité du big data, c'est le télescopage de ces 3 V à un niveau évidemment totalement inconnu dans l'histoire de l'humanité. Et puis on rajoute, pour être complet, 2 autres V à cette triangulation volume, vélocité et variété, c'est la véracité et la valeur. Alors, on va y venir un peu plus tard sur la question, évidemment,
de la véracité. Je continue à définir l'autre partie de mon titre. J'ai choisi ce mot en anglais, un peu plus compliqué à comprendre peut-être, gullibility au lieu de credulity. La credulity, en anglais, crédulité en français, tout le monde comprend. Hein. Être crédule, c'est évidemment avoir une forme d'incapacité, on va dire, à faire la distinction entre le conte, la fable et puis la réalité. Je trouve que gullibility est plus juste parce que ça vient du mot anglais et du verbe anglais to gull qui signifie faire avaler quelque chose. Et le gag, si je puis dire, c'est que ça donnait en anglais goulette, le gosier, et puis goule, c'est la mouette. Hein, vous avez peut-être lu dans votre jeunesse ce très beau livre de Barr porté à l'écran qui s'appelait Jonathan Livingston Seagull. Jonathan Livingston, le goéland. Bien. L'un des 5 V du Big Data, comme je l'ai mis sur cette diapositive, c'est évidemment la véracité. C'est le plus problématique. Pourquoi ? Parce que la véracité, elle concerne la fiabilité et la crédibilité des informations collectées. Comme, en quelque sorte, le Big Data permet de collecter la totalité des choses, et donc d'accumuler, on va dire, une masse absolument phénoménale de connaissances, ce serait tout à fait étonnant, et même, pour tout dire, inquiétant, qu'il n'y ait pas, dans une totalité de données, une quantité qui reste évidemment à réduire, hein, mais de sottises et de bêtises. Donc vous avez évidemment ce qui correspond aux abréviations, hein, ce qui correspond aux hashtags, ce qui correspond tout simplement aux coquilles qu'on appelait jadis à la grande époque des cours pigiers et du secrétariat et des sténodactylos, les fautes de frappe. Eh bien, tout cela, ça fait partie du big data. Mais il y a également, de manière beaucoup plus inquiétante, les manipulations infinies avec tout ce que ça peut générer, c'est-à-dire les intoxications, la désinformation, etc. Je vous ai mis une petite reproduction de quelque chose qui mérite quand même d'être vu. C'est le compte Twitter, la page du compte Twitter, du fil Twitter de la Flat Earth Society, qui signifie en français dans le texte la Société de la Terre plate, et qui a quand même 46 000 abonnés. Vous allez dire dans le monde entier, c'est 46 000 imbéciles, c'est évidemment rien du tout au regard de l'humanité. Mais enfin, on croyait quand même, une fois pour toutes, depuis que Giordano Bruno avait été brûlé, embûché de l'Inquisition, et depuis que Galileo Galilei est abjuré, hein, en disant quand même, si Pio est mouvé, et pourtant il tourne, on croyait que la question de la platitude de la Terre était réglée. Eh bien non, vous avez effectivement des platistes, hein, qui défendent le caractère plat de la Terre et qui appartiennent donc à ce qu'on appelle les complotistes en général. Voilà. Alors, la question se pose, en fait, deux questions se posent. Comment distinguer, évidemment aujourd'hui, dans la masse d'informations circulant dans le monde entier, par le web, les données fiables et vérifiées, et puis les comparer aux données trafiquées et fausses. Et puis, deuxième question, que j'aborderai à la fin de mon propos, comment organiser une société de l'open data ? Une société de l'open data, ça veut dire que toutes les informations sont par définition accessibles, y compris les plus privées, les plus intimes, et pour les individus, mais également des informations stratégiques, hein, pour des entreprises, les vôtres, pour des organisations, des États, des ONG, avec tout ce que ça peut porter, en tous les cas, l'open data, comme utilisation à vos dépens ou aux dépens d'un groupe donné d'informations. Ce sont deux notions différentes. D'un côté, la véracité, de l'autre côté, la sécurité ou la liberté. Alors, un premier graphique va vous donner un peu l'état des lieux, hein, et les réseaux les réseaux sociaux les plus populaires au monde, hein, leur poids respectif. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'évolution. Cette évolution, elle est absolument spectaculaire, puisque vous voyez qu'en 2011, on était à 312 millions d'internautes qui se rendaient quotidiennement sur Facebook. 5 ans plus tard, le chiffre a été multiplié par
5, puisque nous sommes à 1,5 milliard d'internautes qui se connectent chaque jour sur Facebook. C'est le réseau social le plus important au monde, et j'aborderai d'ailleurs dans mon propos ce qui se passe en ce moment pour Facebook. C'est aussi ce qui explique bien sûr l'événement mondial que l'on constate concernant l'histoire de Facebook avec cette société d'analyse des données. WhatsApp, réseau plus, on va dire, réservé, construit pour des micro-communautés en quelque sorte, 900 millions d'utilisateurs actifs. QQ, c'est le réseau social chinois. Bon, on comprend que très vite, ils arrivent à 860 millions. Et puis, d'autres réseaux. Le plus petit, si je puis dire, Snapchat, 200 millions. Vous voyez, Twitter, qui est très typifié, on va dire, qui est plutôt le réseau social des élites, des décideurs, des médias, sur lesquels aussi on trouve, évidemment, beaucoup de fake. On a aussi l'occasion d'y revenir. N'existe pas, ici, il n'apparaît pas un réseau comme Telegram qui relève d'une autre logique dans la toile en particulier. Deuxième petit schéma, qu'est-ce qui se passe en 1 minute au niveau d'Internet en 60 secondes chrono? Eh bien, en 60 secondes chrono, c'est absolument spectaculaire. Vous avez 243 000 photos qui sont téléchargées. Vous avez dans le monde 3 800 000 requêtes Google. Vous avez 800 000 fichiers téléchargés. Vous voyez que sur Instagram, vous êtes à 65 000 photos téléchargées dans 1 minute. Et puis sur Twitter, 350 000 tweets postés en 1 minute. On voit évidemment le caractère tout à fait intense et surtout constant et permanent. On pourrait presque dire de ce nuage, c'est pour ça qu'on emploie le mot cloud, de ce nuage d'informations qui fonctionne évidemment H24 et chaque seconde, chaque minute qui passe dans le monde. Le monde digital, c'est aussi un monde qui est désormais totalement planétaire et qui, quelque part, je dirais, fait presque fi des différences de développement. Quand vous voyez une statistique qui indique que sur une planète de 7 600 milliards d'habitants, qui compte évidemment toutes les tranches d'âge et toutes les situations, vous avez 5 milliards 100 millions d'individus qui ont un téléphone portable, les 2/3 de l'humanité, c'est quelque chose qui est littéralement révolutionnaire et qui procède, pour dire les choses, de façon comparable peut-être au moment où toute l'humanité a été en situation de posséder un crayon. Voilà, pour donner une image qui fait plus ou moins sens, mais en tous les cas, qui montre bien quelque part que, par exemple, le téléphone portable est un prolongement, évidemment, de l'individu. Je vous invite, à titre ethnologique, de vous mettre à un carrefour et de regarder les piétons qui passent. Éventuellement, vous pouvez même provoquer l'incident. Vous faites tomber quelqu'un qui est en train de téléphoner, vous ne faites pas tomber la personne, mais vous faites tomber son téléphone malencontreusement, et si le téléphone passe sous une roue de voiture, vous verrez que la personne, quel que soit son sexe, heureusement, poussera des cris d'orfraie et vivra un drame aussi comparable que si c'était son gosse qui était passé sous le camion. Donc c'est pour dire qu'il y a véritablement une addiction, évidemment, planétaire. Encore une fois, si on voulait faire un peu d'organicisme, on pourrait dire et évoquer presque une notion pandémique sur ces outils. Utilisateurs d'Internet, 4 milliards sur la planète. Donc on a dépassé évidemment les 50% pratiquement, enfin un petit peu plus. Et puis les utilisateurs de réseaux sociaux, c'est un peu moins. Et vous voyez la combinatoire entre téléphone et téléphone mobile. Alors, question à poser, c'est est-ce que cette collecte des données, est-ce que cette notion de précisément d'avidité à
aux données, hein, ce besoin de données, est-ce que ça a toujours existé ou est-ce que c'est quelque part une expression très récente de besoin? Eh bien, on constate, quand on regarde, si je puis dire, sur le temps long, et même sur le temps très long, qu'il y a toujours eu une passion de l'humanité pour les données, et les mythes, quelque part, se font écho de cette passion. Et je vais en évoquer deux rapidement. Vous avez peut-être été étonné que de l'hypermodernité qui est celle du sujet, nous remontons aussi loin dans le temps. Je voudrais évoquer deux phénomènes particuliers qui montrent qu'il y avait toujours un souci de précision, de dénombrer et de compter. D'abord, ce que j'appelle les déluges, et non pas le déluge. Bon, étant pour la plupart dans une construction culturelle qu'on appellera judéo-chrétienne, pour faire court, hein, au sens large, ou des religions du livre, de manière plus large, évidemment, intégrant bien sûr le Coran, on a évidemment cette notion du déluge qu'on connaît, qui est le déluge de Noé, hein, tout simplement parce qu'étant enfant, on a pu voir passer des bouquins avec les animaux. En réalité, il faut parler des déluges, hein, parce qu'il y a eu de nombreux mythes qui se sont inspirés de cette situation-là, compris d'ailleurs dans des civilisations qui ne sont absolument pas du bassin méditerranéen. Je fais en particulier référence ici à Veda, hein, dans la culture hindoue, ou encore bien au-delà, aux précolombiens et aux Mayas avec Popol Vuh. C'est les mêmes histoires de déluge. 40 jours de déluge, il pleut 40 jours, 40 nuits, il y a une comptabilité extrêmement précise dans le Talmud et donc dans l'Ancien Testament, pour rester sur le déluge de Noé, combien faut-il prendre d'animaux, entre les animaux purs et les animaux impurs, avec une destination des couples d'animaux qui est différente. Il y a une précision qui est quasi scientifique dans cet acharnement, quelque part, à donner des chiffres, parce que les chiffres, les données, en quelque sorte, c'est un élément essentiel de la croyance. Parce que quand on donne des chiffres, eh bien, on est tout de suite, attaché, hein, à une forme de crédibilité. Et la crédibilité du propos peut générer la crédulité de l'auditoire. Eh bien, là encore, suite au déluge encore, les mythologies grecques et romaines reprennent complètement, que ce soit chez Jupiter ou que ce soit bien sûr du côté de Poséidon, cette même logique. Il y a toute une histoire où Zeus en a marre à un moment de l'humanité et leur met des tombereaux de flotte sur la figure. Alors, de manière plus récente, si je puis dire, alors ça peut renvoyer peut-être aussi à l'enfance, hein, aussi, hein, la naissance du petit Jésus. Donc, vous allez dire, mais qu'est-ce que ça vient faire dans une conférence sur les big data, enfin sur les croyances, vous conviendrez que je suis à peu près raccord. En ce qui concerne l'évangile selon saint Luc, donc les 4 premiers versets, en ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. C'est pas rien de recenser toute la terre. Hein, ça signifie vraiment qu'il y a une volonté de l'autorité romaine de savoir combien elle compte d'administrer. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, donc ça c'est l'autorité locale, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, effectivement ça monte, même si c'est du point de vue nord-sud, c'est nord-sud, hein, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison de la lignée de David. Cette histoire, j'allais dire, qui commence par cet événement qui est la naissance de Jésus, comme par hasard, le tout début de l'histoire, c'est une histoire de data, et c'est une histoire de données qu'il faut recenser et qu'il faut en quelque sorte agréger. Quand on se rapproche dans le temps, on va très vite constater l'importance du dénombrement, c'est-à-dire l'importance en particulier, l'exemple de l'état civil. Je vais très vite. Un des textes les plus importants dans l'histoire française, dans l'histoire administrative française,
c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 1539, où là, François Ier décide un certain nombre de choses, gouverne déjà par ordonnance, François Ier, vous voyez, c'est pas nouveau, et il y a 192 articles dans l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Ce qui est resté le plus important dans la mémoire, c'est que le français devient la langue officielle des actes administratifs aux grandes dames de nos amis corses, vous le savez. Dans cette ordonnance, il est fait référence aux registres paroissiaux. Le roi ordonne aux curés d'ouvrir un registre. Pourquoi les curés? Parce que ce sont les seuls lettrés sur la totalité du royaume, en termes de réseau, mais là encore, et d'enregistrer tous les baptêmes, tous les mariages et toutes les sépultures qui vont se tenir, qui vont avoir lieu sur le territoire de la paroisse. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire du point de vue de la collecte de données. Et ça montre aussi que François Ier fait du Royaume de France une véritable autorité. On peut même dire d'ailleurs, bien avant Louis XIV, il crée, dans le prolongement de Philippe le Bel, un État qui est un État sous la modernité, puisque les articles 110 et 111 sont toujours en vigueur, de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, sont toujours en vigueur aujourd'hui en France. La Révolution, bien sûr, va faire un sort de ces registres paroissiaux. Ça, c'est une décision très politique et qui va au-delà simplement du symbolique. C'est la création des registres d'état civil. Je vous ai mis une figure, une image d'état civil, et elle récupère les registres paroissiaux, bien sûr, qu'elle confie aux communes. Et en France, cet attachement à l'état civil est tellement fort, j'allais dire presque tellement inscrit dans la volonté d'avoir des données fiables, que symboliquement, c'est un fait que je rapporte à mes étudiants dans un de mes cours sur la vie politique locale en France. Nous avons en France cette curiosité unique au monde de 9 villages morts pour la France. Alors comme c'est une convention nationale, peut-être que certains parmi vous viennent de la Meuse, eh bien juste à côté de Verdun, au nord de Verdun, sur la ligne de front qui a opposé l'armée allemande à l'armée française, vous avez 9 villages qui ont été entièrement détruits, dont je vous ai mis une borne, c'est Fleury devant Douaumont. Eh bien, ces 9 villages n'ont pas disparu de la carte française. Ils n'existent plus du tout, des ruines et puis la forêt a tout envahi, mais ils sont encore à l'état de commune, reconnus comme tels, autorité administrative, avec un registre d'état civil qui est bloqué à zéro depuis le 11 novembre 1918, et le préfet de la Meuse choisit un maire et 2 adjoints parmi la population des villages voisins et les nomme dans une délégation municipale. Et les registres d'état civil, alors qu'il n'y a évidemment plus âmes qui vivent dans ces villages, dont la population est de 0, fonctionnent toujours. Et c'est l'importance du traitement des données. Alors, la statistique officielle, ça va être la recherche des données exactes. Le premier État au monde qui crée un bureau de la statistique, c'est la Suède, en 1749. Et puis la France connaît une évolution un peu plus tardive. Alors, l'histoire de la création de la statistique en France, c'est une histoire qui est très politique. En 1801, Chaptal, le Chaptal de la chaptalisation, médecin, biochimiste et ministre de l'Intérieur de Napoléon. Et il crée un bureau de la statistique. Et c'est pas un hasard si ça a lieu au sein du ministre de l'Intérieur, si c'est une émanation du ministre de l'Intérieur et pas d'un autre ministère. C'est que la statistique, c'est de l'information. L'information, c'est du renseignement. Le renseignement, c'est de la sécurité. Quelque part, c'est de la police. Et vous comprenez que le bureau de la statistique était un élément confié au ministère de l'Intérieur. Vous imaginez l'usage qu'a pu faire le successeur de Chaptal au ministère de l'Intérieur, le dénommé Fouché. Alors, en fait, le père de la statistique en France s'appelle Alexandre Moreau de Jaune, il est totalement tombé dans l'oubli, donc c'est une occasion de le ressortir peut-être là, mais lui il crée quelque chose d'important qui s'appelle le Bureau de la statistique générale, on appelle ça la statistique générale française, et c'est à partir de 1840 que ce bureau va être véritablement créé, donc sous Louis-Philippe, et il va perdurer jusqu'en 1940, 100 ans, dans un changement d'affectation, mais pour finir, et assez rapidement, il se retrouve de la compétence du ministère de l'Agriculture et du Commerce, j'allais dire, ça rentre un peu plus dans la destination des statistiques à dimension économique. Et puis, c'est une loi d'avril 46
qui va créer l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, organisme très important qui est protégé par une loi pour son indépendance, qui fait que la France est réputée pour avoir peut-être un des outils statistiques les plus performants au monde, avec simplement 8 directeurs qui vont être à la tête de cet organisme depuis 72 ans. Autre organisme tout à fait important en matière de statistique, la statistique officielle de l'INED, qui permet précisément de mieux connaître pour mieux gouverner, de connaître précisément pour mieux gouverner. Cet institut des études démographiques, l'INED, ça n'existait pas avant 1945. C'est Robert Debré, le grand pédiatre, qui va par ailleurs créer les CHU, le père de Michel Debré, qui en janvier 1944 a proposé au général de Gaulle, au gouvernement provisoire de la République à Alger, de créer cet Institut national des études démographiques, avec une fonction que je vous ai indiquée en rouge. L'INED est chargé d'étudier les problèmes démographiques sous tous leurs aspects. À cet effet, l'Institut rassemble la documentation utile, ouvre des enquêtes, procède à des expériences et suit les expériences effectuées à l'étranger, étudie les moyens matériels et moraux susceptibles de contribuer à l'accroissement quantitatif et à l'amélioration qualitative de la population, et il assure la diffusion des connaissances démographiques. Et là encore, autant que pour la statistique générale, c'était plutôt du côté de l'intérieur, c'est pas un hasard si c'est un grand pédiatre qui propose cet Institut national des études démographiques, parce que c'est aussi une façon de gérer, de prendre en compte la mortalité infantile, la mortalité des femmes à l'accouchement, etc., etc. Alors, les missions de l'INED ont été redéfinies, mais je vous ai mis les productions. Alors, la revue Population est extrêmement connue, et puis un ouvrage, alors qui me concerne davantage du point de vue de la science politique, qui s'appelle Les mystères français, d'un grand démographe actuel qui s'appelle Hervé Lebrun. Alors, je vais passer vite. Il y a eu de plus en plus, et on arrive maintenant à la notion de vérification, il y a eu une volonté aussi de vérifier les statistiques économiques des États. En particulier, consécutivement à un certain nombre de scandales, vous les avez en tête, celui de la Grèce, entre autres, et particulièrement dans les mémoires. Hors Europe, l'Argentine aussi a une grande tradition de falsification de ses statistiques officielles, et l'Italie, parfois, a une petite tendance à mettre le pied en touche. Donc, quand on parle de la Chine, on comprend tout à fait les logiques. Deux chercheurs d'HEC, Tomasz Miralski et Gilles Stolz, ont conçu, en partant d'une loi que vous connaissez peut-être pour les spécialistes de la statistique parmi vous éventuellement, la loi de Benford, ont mis en place un outil destiné à très facilement repérer la falsification des comptes dans la comptabilité publique. C'est très important de savoir évidemment si même des puissances étatiques trichent et contribuent elles-mêmes aux fake news. On va aborder maintenant l'aspect info-intox et pour vous montrer que ça existe bien et bien avant Internet. Alors je ne suis pas remonté cette fois-ci aux croisades, mais je suis remonté à un événement que vous avez peut-être en tête, qui est la fameuse histoire qui a été celle d'Orson Welles, le grand réalisateur entre autres de Citizen Kane. Orson Welles, avant d'être l'homme de cinéma qu'on connaît, et l'acteur fabuleux qu'il a été, était un producteur de radio, et il dirigeait une troupe qui s'appelait le Mercury Theatre, et il avait une émission qui était une émission hebdomadaire sur CBS, et une de ces émissions est passée à la postérité, parce que ça a été la fameuse représentation à la radio, au micro, de la guerre des mondes. Et ça, pense-t-on, générait une panique monstre sur la côte est des États-Unis, aux environs de New York, etc. Les journaux, le lendemain, le surlendemain, ont titré panique, vous voyez, radio listeners in panic, taking war drama as fact. Ils ont pris la guerre comme un fait, et les auditeurs de la radio ont été en panique. Et puis vous vous retrouvez à la une du Daily News, ça c'est le lendemain, le mot fake, un fake radio war steers terror through US.
Eh bien, deux professeurs américains, Jeffrey Pooley et Matthew Sokoloff, l'un de l'université d'Harvard, l'autre de l'université du Maine, ont démontré en 2013 qu'il n'y avait absolument pas eu de panique ce soir-là. Et c'est extraordinaire cette histoire, parce qu'en réalité, ce qu'on a toujours cru, qu'il y avait eu une véritable panique à la suite de l'émission d'Orson Welles, eh bien c'est quelque chose qui a été monté par la presse écrite le lendemain et le surlendemain pour, en quelque sorte, disqualifier la radio, qui était un nouveau média et qui était vécu par la presse écrite comme un concurrent extrêmement sérieux qui allait peut-être détruire la presse écrite du point de vue de l'information. Donc, vous voyez, une sorte de mise en abîme extraordinaire, comme quoi il y a eu un fake sur le fake, hein, et qu'on est passé en quelque sorte de la guerre des mondes de H.G. Wells, mis en scène par George Orwell, à la guerre des médias, tout simplement. Donc c'est pour dire que ce débat sur vraie ou fausse information, info-intox, on a vraiment eu à plusieurs reprises. Fake news et trolls, le cas limite de la campagne présidentielle US. Là, je vous ai identifié 3 réseaux sociaux d'importance, Facebook, Twitter, Google. Donc, on considère que 29 millions d'Américains ont vu arriver directement sur leur compte Facebook des articles mis en ligne par des intérêts russes, 80 000 posts envoyés par des trolls russes entre janvier 2015 et août 2017. Et comme ces 29 millions ont partagé ces messages sur Facebook, on estime à 129 millions le nombre d'Américains qui ont vu voir, par exemple, des messages mettant en cause directement Hillary Clinton. Sur Twitter, on a décompté, Twitter lui-même a décompté 36 746 comptes qui ont généré un contenu automatique en relation directe avec la campagne, prêtant à Hillary Clinton des intentions totalement fausses. Et parmi ceux-ci, 2752 seraient directement liés à une agence de renseignement soviétique, russe, lapsus, l'agence de recherche sur Internet, l'IRA, qui est considérée comme l'usine à trolls du Kremlin. Ces comptes ont généré 1 400 000 tweets et ont été vus par ont généré 288 millions d'interactions. Quant à Google, Google a reconnu en particulier avoir vu 18 chaînes YouTube qui ont été suspendues depuis et qui ont publié plus de 1000 vidéos destinées à influencer les Américains. Voilà. Alors, en même temps, quels sont les effets? Là, une vraie question. Et d'ailleurs, les chercheurs continuent encore à réfléchir aux conséquences de tout cela. Est-ce que, évidemment, il y a eu détournement, on va dire, du processus démocratique de l'élection américaine par ces fake news, il faut avoir l'honnêteté de dire qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas du tout quel est l'impact de ces fake news en matière de choix, finale en particulier électorale. De la même manière qu'en sciences politiques, on considère, alors ça avec un peu plus d'outils cognitifs, que par exemple les campagnes de presse classiques n'influent pas véritablement sur le choix des électeurs, ou même les sondages, il y a aussi une interrogation sur la question. Le vraisemblable efface le vrai, retour des croyances et règne des rumeurs. Donc je me suis permis de citer Gérald de Bronner, qui a fait vraiment un très gros travail. C'est pour vous dire un peu à quoi vous avez, hélas, vous avez manqué, dans un ouvrage qui s'appelle L'Empire des croyances, qui devait être, je crois, d'ailleurs le thème de son intervention, publié au PUF en 2003. Voilà ce que dit Gérald de Bronner. En 2005, 49% des Français pensaient que vivre près d'antennes relais était favorable au cancer, ce qui n'est absolument pas prouvé scientifiquement. Et en 2010, ils étaient 59% à le penser. J'imagine que si Gérald de Bronner était là, il vous aurait peut-être donné une actualisation des chiffres. Bon, on peut concevoir que, à tout le moins, ce chiffre est resté pareil. Ça serait très étonnant qu'il ait régressé. On peut même imaginer qu'il a augmenté. Alors pourquoi? Bien parce que le web réactualise les très anciennes croyances. Là où il fallait chercher longtemps pour
et parfois vainement, pour essayer d'être confortés dans ses croyances, hein, y compris les plus improbables. Eh bien, désormais, en quelques clics, en quelques pressions sur un bouton, vous allez trouver tout un tas de semblables à vous qui vont partager, qui vont même surenchérir par rapport à ce que vous croyez. Et ceci, en plus, est augmenté par l'agrégation des moteurs de recherche, qui fait que là où vous aviez une dispersion, j'allais dire, des fausses informations, des fausses données, eh bien, elles se retrouvent d'une certaine façon par un jeu de tamis en concentré. Si quelqu'un n'avait pas employé ce terme précédemment, je dirais en bullshit, sur votre ordinateur. Eh bien, Gérald Bronner ajoute « Certaines théories du complot s'appuient sur plus d'une centaine d'arguments à portée de clics, alors qu'avant, elles n'en comptaient qu'un ou deux, ce qui n'était pas convaincant. » Et là, on retrouve un des V du big data, indépendamment de la véracité, c'est que le volume de sottises finit par constituer éventuellement un élément de vérité. Alors d'ailleurs, un sondage d'Opinionway pour la conférence de Reputation War en 2014, 57% des Français n'accordent aucune crédibilité à Internet, considéré comme un piège à rubord. On pourrait dire ouf, hein, mais 42% jugent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et là, évidemment, on rentre dans la logique de « on nous cache tout, on nous dit rien », la célèbre chanson de Jacques Dutronc. Paradoxe, 65% des Français considèrent Internet comme un support d'information, comme le support d'information le plus corrompu qui existe, 20% sur la télé, 8% sur la presse écrite, mais ils sont 72% à répondre qu'ils vérifient l'information d'abord sur Internet. Et j'allais dire, on est non pas tous coupables, mais tous concernés. Qui, à l'occasion d'un repas, d'un dîner, n'a pas cité un nom? Et puis, on ne sait plus si, par exemple, il ou elle est vivant. Est-ce que Johnny Hallyday est vivant? C'est pas impossible, d'ailleurs. Hein. Alors, on va vérifier sur Internet pour savoir si il est mort ou vivant. Et donc, on vérifie bien l'information sur Internet. Un mot d'actualité avec donc l'affaire Facebook Cambridge Analytica, donc c'est cette société de détournement de données. Et là, on arrive à l'autre aspect, c'est non pas simplement la question de la vérité, mais celle de l'usage qui peut être fait des données du big data par, tout simplement, on va dire, un détournement ou une stratégie du coucou qui permet évidemment de récupérer une masse considérable de données. Cette société Cambridge Analytica, oui, elle est tout à fait officielle. C'est une filiale d'une société britannique qui s'appelle SCL, et elle est spécialisée dans ce qu'on appelle la collecte de données à des fins électorales. Parce que ça, c'est parfaitement autorisé. Et vous avez même d'ailleurs des logiciels très sophistiqués qui ont servi pour la campagne de Barack Obama en 2008, dont certains ont été, dit-on, importés en France, National Builder en particulier, qui travaillent sur le traitement des données en matière électorale. Bon. Cette société, dit-on, a été dirigée par Steve Bannon, la société américaine, Cambridge Analytica, le Steve Bannon, qui était, il n'y a pas très longtemps, à un certain congrès national d'un parti politique français, mais qui était aussi le plus proche conseiller de Trump avant que Trump ne le vire. Eh bien, qu'a fait Cambridge Analytica? Elle a récupéré 270 000 données de personnes et elle a donc téléchargé, en quelque sorte, par une application, les données personnelles de ces personnes qui étaient sur Facebook, soit qu'elles avaient mal paramétré leur mur, parce que ça aussi c'est un problème. Monsieur Wathelet disait tout à l'heure, est-ce que c'est un outil? Un outil, si vous servez mal d'un outil, c'est pas aux professionnels que vous êtes que je vais passer du temps à expliquer ça. Ça peut être évidemment totalement dramatique et ça peut être tout à fait le cas du monde. D'internautes, du monde d'internautes et d'Internet. 270 000 internautes donc, qui ont permis l'accès à tous leurs amis. Ça, c'est le principe, on va dire, du cheval de Troie. On considère aujourd'hui qu'entre 30, selon le New York Times, et 50, selon le Guardian, millions d'utilisateurs
de données, pas d'utilisateurs, ont été ainsi récupérées sans que les intéressés n'en soient avertis. Alors, évidemment, c'est très grave, cette affaire, parce que ça vient entacher la crédibilité directe de Facebook. Jennifer Grigiel, qui est spécialiste des réseaux à l'université de Syracuse, dit que les plateformes doivent leur croissance à la crédibilité de leurs services. S'il apparaît qu'elles sont d'une très grande légèreté dans l'utilisation des datas, eh bien elles peuvent s'effondrer un petit peu, j'allais dire, comme des colosses au pied d'argile. Et clairement, Facebook et Google, vous voyez ce que j'ai remis à l'écran, hein, Facebook et Google vont devoir demander à leurs utilisateurs bien plus d'autorisation pour utiliser leurs données, et beaucoup de gens refuseront donc. Donc cela aura un énorme impact sur ces entreprises. C'est-à-dire qu'à terme, la croissance indéfinie de Facebook est tout à fait susceptible d'être mise en cause. Et c'est bien pour ça que Zuckerberg est sorti de sa retraite juvénile pour quand même venir s'expliquer, entre autres, devant les médias. Le scandale a quand même fait perdre dans la journée de lundi 6,8% à l'action Facebook à Wall Street. Alors, comment légiférer? Comment envisager une protection de ces données? Eh bien, je le cite dans cette diapo, on va y venir, c'est le fameux règlement général de protection des données qui est conçu à l'échelon européen, qui va rentrer en vigueur le 25 mai 2018. Je présente juste, je rappelle, par cette petite diapo, un certain nombre d'éléments. Il y aura, je pense, dans les 2 jours, et peut-être, je crois que vous avez eu un juriste ce matin qui a peut-être évoqué cette question. C'est pour vous dire qu'en tous les cas, à l'échelon européen, il y a désormais la poussée des feux, on va dire, sur la protection des données, indépendamment de la question du contrôle des fake news. En France, la législation française, elle porte davantage, d'abord le RGPD, le Règlement général de protection des données, évidemment, s'applique à la France à partir du 25 mai 2018. Mais ce qui est en projet aussi pour la France, c'est un projet de loi qui a été présenté à l'occasion des vœux à la presse par Emmanuel Macron sur une loi qui s'appelle « Fiabilité et confiance de l'information ». Alors, elle sera présentée au Parlement avant l'été. Il est question d'une surveillance des réseaux sociaux et des médias sous influence d'un État étranger, procédure de référé pour pouvoir bloquer rapidement les fake news, j'en dirai un mot tout à l'heure sur les limites de l'affaire, devoir de coopération des plateformes web, et puis réformer la loi sur la distribution de la presse. En Allemagne, vous savez, une loi a été adoptée qui est extrêmement restrictive et qui peut pénaliser très fortement les plateformes si elles se rendent coupables de diffusion de fausses nouvelles. Alors, on va dire que les Français sont manifestement favorables à une loi contre les fake news. C'est aussi les contradictions générales, peut-être, qu'on peut avoir par rapport au net. 79% considèrent que c'est une bonne initiative, car ça responsabilise l'information sur les réseaux sociaux et les plateformes Internet. 21% considèrent qu'on touche à la liberté d'expression, et on retrouve en quelque sorte, j'allais dire, la loi de Pareto assez classique. Alors, vous voyez que Emmanuel Macron a quelque intérêt, j'allais dire, à titre personnel, à vouloir un peu limiter les fake news. Le tweet, l'information « Macron est homosexuel » a quand même fait l'objet de 86 803 messages. Et Macron a un compte aux Bahamas, ça c'est à la suite du débat de l'entre-deux tours, qui avait été, on sait que c'est une fake qui a été envoyée par les Russes. Et puis Macron veut faire payer un loyer aux propriétaires. Ça c'est eu moins de succès. Voilà. Alors, les fake news voyagent plus vite et plus loin que les informations sur Twitter. Alors ça, c'est un principe. Vous avez ici une étude publiée dans la revue Science du 9 mars 2018, une étude du MIT, qui vous montre que finalement, la rapidité de diffusion des fausses informations, effectivement, est bien plus importante. On va y revenir dans un instant. Mais en même temps, les médias sont considérés comme les meilleurs remparts face au délire des réseaux sociaux. Pensez-vous que les médias et les réseaux sociaux font un bon travail pour distinguer les faits de la fiction? Eh bien, les médias
la réponse c'est oui, 40%, non 25%, et c'est exactement le chiffre inverse pour les réseaux sociaux. Il y a eu récemment, à l'occasion des assises de la presse à Tours, un sondage qui montrait qu'en France, il y avait encore une assez grande confiance aux médias et au professionnalisme des médias. Je termine par cette dernière diapositive. Alors, on a évoqué tout à l'heure Tocqueville, on ne s'est pas concerté avec Monsieur Wathelet, c'est assez étonnant. Moi, je voudrais faire référence à un auteur de la même époque que Tocqueville, et Tocqueville l'aimait beaucoup, puisque c'était Tocqueville un grand amateur d'Amérique. C'est Mark Twain, le Mark Twain de Tom Sawyer, hein, dont vous avez la reproduction du livre, qui dit ceci: un mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la vérité mette ses chaussures. Je trouve cette phrase d'une extraordinaire actualité, on pourrait même presque dire d'une préscience assez étonnante, puisqu'évidemment Mark Twain n'avait pas le début du commencement de l'imagination de ce qui pouvait se passer. Alors retenez bien ceci, hein, en 5000 minutes, c'est une étude du MIT dans Science, en 5000 minutes, soit 3 jours et demi, une information vraie, vérifiée par un fact-checking center, est diffusée via Twitter le long d'une chaîne de 10 à 11 personnes, en moyenne, alors que le tweet d'une rumeur est retransmis plus de 20 fois. En 2 jours, le mal est fait. La mauvaise rumeur a déjà atteint son but de déstabilisation ou de dénigrement. Les délais de propagation des messages sont extrêmement rapides et ça, d'ailleurs, pose des questions sur le temps de réaction du référé. De la même manière qu'on a pu dire en économie et en finance, la fausse monnaie chasse la bonne, ou la vraie, ou la mauvaise monnaie chasse la bonne. On peut dire, hélas, que les fausses données chassent les bonnes. Et ça, c'est peut-être tout simplement la nature humaine qui a une grande propension à croire plutôt des conneries que la vérité. J'espère que vous ne m'aurez pas trop cru, parce que ça montrera votre critique. Voilà, merci à vous toutes et à vous tous.